Bienvenue dans Neurodifférence, les podcasts du pôle atypique. Le pôle atypique, c'est un cabinet en ligne, c'est aussi un institut de formation pour les familles et les professionnels avec cet accompagnement que nous proposons qui s'appelle Ancrage Parent TSA pour tous les parents d'enfants autistes. À Pôle Atypique, nous sommes spécialisés dans le repérage et dans la prise en charge des neuroatypies chez l'enfant, chez l'adolescent et aussi chez les mamans. Je suis Sophia Di Meglio, la fondatrice du Pôle Atypique, thérapeute en psychoéducation depuis un peu plus de 18 ans maintenant. Et donc désormais, vous allez me retrouver régulièrement, si vous le voulez bien, pour parler de neuroatypie. Au travers d'une multitude de sujets, plus intéressants les uns que les autres. En tous les cas, nous allons verbaliser, populariser, mais aussi conseiller les familles, les enfants, les ados et tous les professionnels, tous mes collègues qui s'intéressent à la prise en charge des profils neurodivergents. J'aurai parfois aussi des invités, des témoignages d'ados ou bien d'adultes que je rencontre, que j'accompagne aussi au travers de ce chemin sur la neuroatypie, et puis des professionnels de l'inclusion scolaire notamment, des enseignantes, des directions d'école et des collègues thérapeutes aussi qui nous donneront leur avis et leurs conseils aussi, leur façon de voir, l'angle de vision de la neuroatypie. C'est très intéressant de confronter aussi la vision que l'on a tous et toutes de la neuroatypie. Donc j'aurai des invités qui viendront ponctuer les podcasts que nous démarrons aujourd'hui. Et pour ce premier podcast, nous allons nous intéresser à l'autisme invisible, ce qui ne se voit pas mais qui pèse lourd chaque jour. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Eh bien parce que c'est un sujet qui s'impose un petit peu à moi, et notamment ces 10 dernières années, parce que les enfants et les personnes que j'accompagne qui ont un TSA, invisible, ce qu'on appelle, eh bien, me disent, toute la douleur qu'ils ont à l'intérieur et que personne ne soupçonne. Et parfois, j'entends aussi cette remarque: «J'aimerais que ça se voie au final». Je me demande si c'est pas mieux que ça se voit. Je me demande si, en fin de compte, on me comprendrait pas un peu mieux si c'était, visible, si j'avais, des manifestations visibles au niveau, comportement et cetera. Parce qu'au final, avoir un TSA, un trouble du spectre autistique, qui soit, invisible aux yeux des gens, mais pas aux yeux des professionnels, parce que quand c'est notre spécialité, bien sûr, on comprend même le détail, vraiment la minutie, du profil de chaque enfant. C'est ce qui fait aussi, notre spécialité, c'est on a une expérience d'avoir accompagné, heu, des 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 dizaines, des centaines, de profils très différents dans la neuroatypie. Donc le thème de l'autisme invisible, il s'est un peu imposé à moi en fin de compte, Je pourrais vous dire que j'ai réfléchi longtemps, mais en réalité non. Ça s'est imposé à moi d'une façon très logique, très naturelle et très spontanée parce que j'ai moi aussi forcément une réflexion et j'ai aussi un accompagnement auprès des familles et même auprès des enfants que j'accompagne, que je suis, sur justement cette invisibilité et ce que les autres ne voient pas, moi je le vois puisque c'est mon travail. Donc ce que je vois et ce que j'essaye d'expliquer aussi aux écoles, notamment, dans l'inclusion scolaire, quand on essaye de mettre en place l'inclusion scolaire dans les écoles, ou même aux parents aussi qui comprennent pas toujours, le TSA invisible de leur enfant. Et bien ce que j'essaye de leur dire, c'est tout ce que l'on voit et tout ce que l'on comprend qui n'est justement pas visible. Par exemple, c'est cet ado qui me dit en séance, la prof, au collège, elle s'est énervée contre moi parce qu'en fait, elle arrêtait pas de dire, «Mais qu'est-ce que je vais faire de vous? Mais qu'est-ce que je vais faire de vous?» Et puis lui, il était là, les yeux écarquillés et il lui disait, «Bah, nous, on sait pas, en fait». Parce que lui, cette phrase-là, cette question, il l'a pris vraiment pour une question. C'est-à-dire qu'au premier degré, au sens premier, il s'est dit qu'elle lui posait la question et à ses camarades de qu'est-ce qu'ils allaient faire et qu'est-ce qu'elle allait faire avec eux. Donc lui, tout bonnement, il lui donne la réponse: «Bah, je sais pas, je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez faire de nous?» Elle lui dit: «Mais tu es insolent, tu te moques de moi». Et donc elle lui met un mot dans le carnet, la maman convoquée et ensuite il me raconte ça avec sa mère, il me raconte ça en séance en me disant,
comment on peut faire pour qu'elle comprenne que quand il intervient comme ça, c'est pas de l'ironie, c'est pas, le côté très, voilà, insolent de l'adolescent, pas du tout. Lui, il était hyper sérieux, hein, et quand elle dit: «Qu'est-ce que je vais faire de vous?» il se dit: «Ben, moi, j'en sais rien, qu'est-ce que vous allez faire avec nous? C'est plutôt vous qui allez me dire qu'est-ce que vous allez faire avec nous, au final». Donc là, ça peut prêter à sourire, mais parfois, c'est bien plus lourd, c'est bien plus souffrant. Parfois, c'est bien plus compliqué. Parfois, l'ado, ou l'enfant avec un TSA invisible, dites-vous bien qu'il va rencontrer des situations sociales, qui vont le mettre en difficulté. Donc soit il va esquiver, hein, les stratégies d'évitement, ce qu'on appelle, soit il va y aller, mais au final, de quelle manière? Ben, en comprenant pas vraiment, ce qu'attendent les autres, hein. Ça s'appelle la théorie de l'esprit. Donc du coup, il va peut-être être maladroit, il va être aussi, peut-être un petit peu impulsif parce qu'il aura mal compris aussi les demandes de l'autre. Il y a beaucoup, de situations sociales conflictuelles dans les cours de récré avec des enfants qui ont un TSA invisible. Donc, parfois ça prête à sourire parce que, voilà, c'est un ado qui a pas sur le coup, compris la boutade ou le sens, secondaire parce qu'il y a pas le langage implicite, hein. Il y a une difficulté à comprendre ce qui n'est pas dit clairement. Donc tous les sous-entendus, notamment cette prof de collège avec son sous-entendu, parce qu'elle voulait plutôt dire, «J'en ai marre de vous», quoi. Mais si elle avait dit: «J'en ai marre de vous», il aurait compris. Mais si elle lui dit: «Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire avec vous?» Là, ça change pas mal de choses pour lui. Donc vous comprendrez bien, pardon, que l'autisme invisible, il va quand même amener, la personne neuroatypique à gérer, des situations difficiles. On comprend alors que plus l'autisme est invisible et plus la souffrance augmente parce qu'il est nié, il est minimisé et il est du coup incompris. Alors tout d'abord, vous allez sûrement vous dire, mais qu'est-ce que c'est que l'autisme invisible? Et vous avez raison. Il faudrait peut-être commencer par nommer, hein. Moi, je fais parfois les choses à l'envers. Mais bon, de toute façon, on y reviendra au fur et à mesure des podcasts et vous le maîtriserez de plus en plus. Mais tout d'abord, pour quand même vous donner une indication et une compréhension de ce terme, hein, on parle d'autisme invisible, plus précisément du TSA, du trouble du spectre autistique niveau 1, hein, ou bien on parle d'un TSA-SDI, un TSA sans déficience intellectuelle, avec très peu de besoins par rapport, hein, au TSA de niveau 2 et de niveau 3. Alors, les TSA niveau 1, c'est ce qu'on appelait à l'époque les Asperger. Bien sûr, ce terme est révolu, ne l'utilisez plus. Si vous le voyez, vous l'entendez, eh bien, vous corrigerez et vous modifierez en disant que désormais, l'autisme invisible, l'autisme avec très peu de besoins, s'appelle le TSA niveau 1 ou le TSA-SDI, hein, pour donner l'indication qu'il y a pas de retard mental et qu'on est dans un spectre autistique avec une intelligence, moyenne, normale, voire supérieure. Donc l'autisme n'est plus léger, sévère, modéré, hein, ça n'existe plus. Dans notre manuel de référence, le DSM-5, qui a revu les critères symptômes et la classification avec, vous savez, toutes les, récentes recherches, sur l'autisme notamment, hein. Donc il a revu les critères symptômes et ça c'est vraiment important parce que, ça va changer même la classification et les critères diagnostiques. Donc vous imaginez que l'on va aussi diagnostiquer d'une autre façon, en respectant les critères et en donnant de l'importance au niveau de soutien, hein, niveau de soutien. Donc, on va s'intéresser aux besoins de l'enfant TSA et ça, c'est récent, c'est nouveau, c'est aussi important. Ça a changé quand même beaucoup de choses dans notre travail et dans ce chemin de la compréhension du trouble du spectre autistique. Donc le TSA niveau 1, bah, il va concerner surtout les enfants qui ont des difficultés dans les habiletés sociales, dans la gestion émotionnelle et dans, le fonctionnement, neuroatypique avec rigidité mentale notamment. Ce fonctionnement de la pensée en arborescence avec, des pensées diffuses,
hein, qui amène aussi l'enfant à s'éloigner du sujet de conversation, à ce qu'on appelle, nous, l'absence de cohérence centrale dans la communication. Donc l'enfant se disperse, se déconcentre, s'éloigne, et puis il passe d'une pensée à l'autre, d'un sujet à l'autre, si bien que les personnes en face restent complètement étonnées, parfois même rejettent aussi les discussions avec les enfants TSA parce qu'ils se disent je parle d'un truc, il me parle d'autre chose, en gros on se comprend pas, donc voilà, j'abandonne. Hein. Puis il y en a certains qui vont se dire waouh, lui il est hyper intelligent, ce qui n'est pas faux en soi, hein, ce qui est même plutôt vrai. C'est un génie, waouh, il dit trop de choses en une minute. Et puis et l'enfant va avancer comme ça, avec tantôt des personnes en face de lui qui vont aimer ce genre de conversation, même si ça va un petit peu vite et que c'est un petit peu éparpillé. Et puis il y en a d'autres qui vont abandonner parce que ça correspond pas à la façon aussi qu'ils ont de communiquer et aux codes sociaux dans la communication, hein, qui incitent aussi à avoir une réciprocité. On fait pas des monologues quand on communique. Ça, c'est quelque chose qu'on explique beaucoup en séance psychoéducative. On doit avoir aussi de l'intérêt et être attentif pour l'autre, hein, pour l'interlocuteur. Et on peut pas être enfermé dans un sujet de conversation parce que c'est l'intérêt spécifique peut-être de l'enfant et penser que ça s'appelle communiquer. Donc, tout ce fonctionnement-là, tous ces exemples que je vous donne, ça concerne l'autisme, le TSA de niveau 1. Vous l'aurez compris, vous l'aurez remarqué, ces particularités autistiques ne correspondent pas aux représentations très classiques, hein, que la majorité des personnes font du trouble du spectre autistique. Hein. Donc là, on a des enfants qui parlent, qui s'expriment très bien, qui parlent même parfois plusieurs langues, qui fixent aussi le regard. Je dis ça parce que la fixation oculaire, pendant très très longtemps, elle était presque un critère symptôme pour beaucoup, que ce soit pour les parents, pour les professionnels de crèche, des écoles et puis pour certains professionnels malheureusement. Donc si un enfant ne fixait pas le regard, c'est qu'il avait probablement un autisme, ce qui n'est pas du tout, ce qui ne fait pas partie du tout des critères symptômes. L'absence de fixation oculaire, ce n'est pas le critère qui va nous expliquer que l'enfant a un problème de communication. Hein. Il y a des enfants qui sont juste très timides et qui n'osent pas aussi qui n'osent pas regarder l'interlocuteur pour X raisons, peut-être l'estime de soi à travailler, etc. Donc, les enfants qui ont un autisme invisible, avec très peu de particularités, en tout cas un fonctionnement atypique qui se fond entre guillemets dans la masse, eh bien, ces enfants-là vont te regarder, hein, ils n'auront pas de problème. Et puis de temps en temps, ils te regarderont pas parce que beaucoup plus ça les intéressera pas, ce que tu es en train de dire. Donc bon, si toutes les personnes qui détournent le regard dès qu'on dit une chose qui est pas intéressante, on les diagnostique TSA, je peux vous dire qu'on est très, très nombreux à être autistes, hein, tout simplement, hein. Donc la fixation oculaire, eh bien, il faut la balayer, tout simplement. La façon de communiquer, la posture dans la communication, oui, elle peut nous donner des signes, elle peut nous donner aussi une indication à rechercher, tout simplement, mais ce ne sera pas la fixation oculaire qui sera un critère symptôme du TSA, et encore moins chez les enfants TSA de niveau 1. Les personnes avec un TSA invisible sont des personnes aussi qui sont autonomes. La majorité, la grande majorité n'a pas de difficulté dans l'autonomie. Parfois même, ils sont très bien adaptés, hein, en apparence bien sûr, vous imaginez bien, parce que le trouble du spectre autistique, il induit quand même des difficultés socio-adaptatives, c'est quand même la base, hein, dans le trouble de communication, dans le TSA. L'adaptation à l'environnement et au milieu extérieur, c'est quand même, et aux personnes extérieures et aux activités nouvelles, tout cela, c'est quand même la base du TSA, et ça, c'est pour tous les enfants, TSA, qu'ils soient de niveau 1, niveau 2, niveau 3. L'adaptation à l'extérieur, elle est complexe, sauf que, encore une fois, et ça vous l'apprendrez peut-être aujourd'hui, l'enfant ou l'ado, qui a un TSA invisible, même l'adulte, hein, au travail, eh bien, il va tout faire, tout faire pour bien s'adapter, pour que sa neuroatypie ne se voit pas. Il va rire
quand il y a des blagues, quand bien même il aurait peut-être pas tout compris parce que c'est subtil au point que, le langage implicite, ben, il va falloir le réfléchir, mais quand c'est des blagues, il faut être spontané. Il va rire en même temps que les autres, quand bien même il aurait pas compris la blague parfois, ou qu'il aurait compris une partie, ou même que ça le fasse pas rire aussi. Il va se forcer à avoir des attitudes attendues, donc il va s'intéresser aussi aux normes sociales, hein, aux codes sociaux, afin de les maîtriser. J'ai même une adulte en consultation, qui se reconnaîtra sûrement, et qui a 27 ans, et qui me disait, moi, avant mon diagnostic, puisqu'elle a eu un diagnostic tardif, elle était trop invisible pour être diagnostiquée petite, eh bien, elle me disait, moi, j'ai acheté à l'adolescence des livres sur comment se conduire en société, comment comprendre le monde du travail, comment. Et donc là, pour le coup, c'était vraiment son objectif de s'adapter au point d'en lire des livres. Et donc, le fait de devoir lire des livres, c'était pas pour le plaisir, c'est parce qu'il lui manquait le mode d'emploi, tout simplement à cause de son TSA. Et ce qu'on ne voit pas, ce que la majorité des gens ne voient pas, ce que l'on entend par contre nous les professionnels, hein, durant nos consultations, heu, par les personnes, présentant un TSA de niveau 1, c'est l'épuisement, hein. Ce sont ces efforts constants pour s'ajuster, pour comprendre une situation, un rire, un regard, un sous-entendu aussi, comprendre les codes sociaux, gérer ses émotions, gérer aussi les sensations. Là, on parle plutôt de l'environnement sensoriel, hein, s'adapter, en tout cas essayer de supporter des environnements trop bruyants, trop chargés, trop de mouvements, trop de motifs, trop d'intonations, de voix aiguës et graves mélangées dans les conversations, et ça résonne, hein. Ça résonne comme un cri parfois pour certains, pour certaines personnes autistes, hein. Donc là, il faut supporter, il faut se contenir, et du coup, il faut masquer. Vous l'aurez compris, il y a rien de léger dans l'autisme invisible. On est face à un grand paradoxe. L'invisibilité ne permet pas de mieux vivre. Elle cache, elle camoufle, elle met sous le tapis, et puis elle augmente aussi l'insécurité, elle augmente les besoins d'adaptabilité, hein, pour les personnes neuroatypiques, afin de s'adapter à tout ce monde ordinaire qui est autour d'eux. Donc ça s'appelle la suradaptation, et au bout d'un moment, eh bien, on va payer le prix de tout ça. La fatigue extrême, l'anxiété chronique, la surcharge sensorielle, ce sentiment aussi d'être en décalage avec les autres, les difficultés relationnelles, il y a très, très souvent, notamment chez les filles ados, TSA, une dépendance affective dans l'amitié. Pourquoi? Parce que le fonctionnement autistique, déjà, il va plutôt aller vers la relation exclusive dans l'amitié, et donc ce sera la super meilleure amie, et au final, ben, il y aura trop d'attentes parfois, il y aura beaucoup de désillusions, il y aura trop de compromis aussi, hein, de la part de la personne autiste, qui va essayer tout le temps de se conformer à ce qu'attend l'autre, d'elle, et au final, il y aura aussi beaucoup, beaucoup de souffrance, une incompréhension parfois des relations sociales. Pourquoi elle me dit ça? Pourquoi elle n'est pas comme moi? Pourquoi elle peut, ne pas, répondre aux messages, pendant plusieurs jours, et pourquoi moi je le comprends, d'une façon, différente? Pourquoi pour moi ça exprime un rejet, et cetera, et cetera. Donc, l'épuisement émotionnel en conséquence, vous l'imaginerez, eh bien, à un moment donné, il va amener aussi la personne autiste invisible à venir nous consulter, à rechercher de l'aide aussi. Donc tout ça, ça va conduire, et ça peut conduire, hein, au burn-out autistique, parce que ce camouflage a un coût, et la visibilité, ben, au travers des situations de burn-out autistique, elle va très souvent se retrouver dans l'urgence. C'est dans l'urgence de cette souffrance qu'on va comprendre à quel point l'ado, l'adulte aussi, ou cet enfant, eh bien, il masquait, il compensait, et il voulait aussi à tout prix, d'une manière parfois consciente et inconsciente, parce que quand je dis voulait à tout prix, on imagine que c'est tout le temps une volonté vraiment. Mais parfois c'est pas si, linéaire, hein, c'est pas si évident que ça. Il y a des enfants qui le font, c'est des stratégies très inconscientes, et puis c'est juste vouloir être comme les autres, mais sans vraiment s'imaginer que je le fais pour ça. Mais c'est surtout ne pas se sentir différent, voilà. Donc tout cela, ça va conduire à des situations, parfois très urgentes, très souffrantes, parfois même chez, mes collègues et mon collègue pédopsychiatre, hein, qui va du coup devoir, parfois accompagner aussi avec un traitement médicamenteux pour certains ados qui sont vraiment dans un épuisement psychique, émotionnel, cognitif
extrême, hein. C'est vraiment un état dépressif particulier dans le burn-out autistique et donc il y aura certains ados, certains enfants, qui vont, devoir parfois même arrêter, ce qu'ils sont en train de faire, toute activité, pour mettre au repos vraiment, tout leur quotidien qui est devenu, insurmontable à force de vouloir, tout supporter, tout surmonter, eh bien ils se sont épuisés. Alors on voit rien, mais ça veut pas dire qu'il y a rien, tout simplement. Donc nous, les professionnels, ben, on repère les signes de surcharge autistique, on prévient, on alerte et on travaille surtout ce masking, hein, ce qu'on appelle le camouflage, le masking, et plusieurs termes. En tous les cas, toutes ces stratégies, qui vont amener à la suradaptation de la personne autiste parce que, encore une fois, plus elle est invisible et plus aussi on lui demande, hein, de faire des efforts, de s'adapter, de supporter, de rester à une fête de famille, alors que, il y a trop de bruit, il y a trop de communication, il y a trop d'interactions, qu'en plus ce repas de famille, il intervient en fin de journée, alors que toute la journée, il y a eu les cours, il y a eu peut-être le travail, il y a eu déjà pas mal de surcharge et donc on agrandit comme ça. Quand je dis «on», c'est l'entourage, c'est la famille, c'est, les enseignants, c'est, toute la société, hein. À force de ne pas voir cette suradaptation, eh bien, on devient aussi, l'acteur, hein, de ce moteur qui n'en finit pas et on devient aussi celui ou celle qui demande trop, qui en demande trop et ça conduit à vraiment des situations, très difficiles que nous on accompagne, hein, régulièrement, ça fait partie de notre métier. Bien sûr, on n'aimera jamais accompagner, le burn-out, mais on est aussi, dans l'obligation d'aider et on est dans l'obligation aussi d'être celle qui comprend, les signes, hein, qui ont amené l'ado à tout ça et on est surtout, sur ce chemin-là de la neuroatypie avec tout ce que cela peut comprendre de visible pour nous, pour l'enfant autiste et puis, au fur et à mesure pour, son entourage et pour les profs, et cetera et cetera. Donc la visibilité, ça sera du coup, notre, 1er, cheval de bataille. Dès qu'on a un ado en épuisement eh bien, on recherche les signes, c'est pas toujours de l'autisme, hein, bien sûr, mais très souvent on a des surcharges, sensorielles, cognitives, émotionnelles qui ont amené l'ado à cet état, heu, au point où, soit il est, dans un mouvement de repli sur lui, au point de plus pouvoir se lever et d'aller aussi, à l'école, de pouvoir, même communiquer, donc il se renferme, il va plus au sport. Ça, ce sont des signes que vous pouvez observer, il se réfugie dans le sommeil et cetera. Donc on a ce profil-là dans la surcharge et le burn-out et on a aussi l'autre profil qui va exploser, qui va devenir même agressif parfois, hein. On a des bagarres, on a des conflits dans la maison qui en viennent aux mains, il y a de l'impulsivité gestuelle et donc on va commencer à se rendre compte qu'effectivement l'ado, il en peut plus. Ce qu'on appelle nous des meltdowns et des shutdowns. Donc tout cela, ça va être la partie visible de l'iceberg et ça va venir aussi, nous dire que, bah, il y avait des choses à regarder. Il y avait des choses qui étaient visibles au final. La problématique aussi qu'on rencontre dans ces suivis de burn-out autistique, du profil TSA invisible, c'est, cette perte identitaire. Alors ça, c'est vraiment très frappant. Hem, l'enfant ou l'ado qui est arrivé, même l'adulte qui est arrivé à cet état-là, à vraiment à ne plus pouvoir parce qu'il a trop masqué, parfois pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 27 ans, je pense à la jeune femme dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, à un moment donné, il se pose la question, il nous la pose d'ailleurs à nous: «Je sais plus comment être, je sais plus qui je suis, je sais pas, je sais même pas si je l'ai su un jour. C'est grave, comment je peux en arriver là? Mais en fait, j'ai toujours imité», hein, ces stratégies d'imitation qu'on retrouve dans le TSA, parce que justement, comme je sais pas comment il faut être et comment il faut faire, ben, je me calque un petit peu sur ce qui se passe autour de moi, sur, mes camarades, sur ma copine, sur, mon collègue et cetera et cetera. Donc cette perte identitaire, elle amène aussi la personne TSA, à une remise en question, mais qui va devenir presque, une espèce d'océan comme ça, un peu sombre,
où il va naviguer en plein milieu en se disant: «Mais où est-ce que je vais? À droite, à gauche? Qui je suis moi? Moi, à la base, j'aime pas cet humour. Pourquoi j'en rigole? Moi, de base, ça m'intéresse pas d'aller dans ce genre d'endroit. Pourquoi j'y suis allée?» Et cetera. «Pourquoi j'ai fait tel choix? De base, moi, j'aime pas ça», et cetera. Et au final, on a des enfants, des ados, surtout les ados, qui nous disent: «Moi, j'ai pas de personnalité». Ça, c'est une phrase que j'entends souvent. «Moi, de toute façon, j'ai pas de personnalité, je suis nul». Donc là, l'estime de soi, bien sûr qu'il a ramassé, hein, il a ramassé un bon coup. Il y a aussi cette perte identitaire liée aux stratégies d'imitation, ça l'a complètement perdu. Parce que pour survivre, j'ai envie de dire, dans ce monde ordinaire, il fallait quand même bien ramer. Et les rames, c'était les stratégies d'évitement ou de compensation ou de stratégie d'imitation. Donc voilà, tout ce fonctionnement dans l'autisme invisible, et voilà pourquoi c'est important. C'est très important de populariser, c'est très important d'en parler. C'est important aussi de porter toutes ces voix, les voix de tous ces enfants. C'est pas à l'enfant de devenir visible par sa souffrance. Il va falloir quand même qu'on s'intéresse à anticiper un petit peu plus, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les écoles, même chez les thérapeutes. Il va falloir quand même s'intéresser à cette invisibilité qui nous amène à traiter l'urgence. Nous, les spécialistes, en tout cas pour ma part, moi, l'urgence, j'espère à chaque fois que j'ai pas à la travailler. Bien sûr qu'on va les accompagner, les ados, et c'est notre travail. Mais j'ai envie de dire je me dis tout le temps, mais en fait, si cet enfant, cet ado, il avait été diagnostiqué quelques années avant, on aurait pu l'aider, on aurait mis en place un aménagement de planning, on aurait compris qu'en fait, fallait pas le forcer, tout simplement, fallait pas le forcer à être quelqu'un d'autre aussi. Et puis, fallait un peu le laisser tranquille, il fallait aussi s'intéresser à ce qu'il aime pour de vrai, et pas imposer aussi des choix de clubs sportifs, pas rajouter des cours de soutien scolaire à tire-larigot, parce que au final, ça aussi, épuise. Ça épuise. Il y a des techniques pédagogiques adaptées pour les neuroatypiques, il faut les utiliser. J'ai pas mal de consoeurs qui sont des pédagogues, hein, spécialisés dans la neuroatypie, il faut aller les consulter. Donc il y a des solutions, mais il va déjà falloir s'intéresser aux signes pour que l'autisme ne reste pas invisible. C'est pas aux enfants de nous montrer à quel point ils souffrent pour que nous, on doive enfin s'intéresser à ce profil de TSA. Hein, c'est plutôt à l'environnement de s'ajuster, à l'école, la famille, les professionnels. On a un rôle clé. Écouter, observer autrement, et puis ne pas remettre toujours en question les observations, les diagnostics des médecins ou des thérapeutes, parce que on se dit que non, moi, mon fils, impossible, il n'est pas autiste, il discute bien, il a des copains, etc. Et quand on nie un diagnostic, quand on nie un repérage, je peux vous dire qu'il y aura des conséquences, parce que du coup, le parent, quand il est dans ce déni parfois, s'il continue pas la thérapie, et ça nous arrive pas de temps en temps, qu'il y ait des familles qui veulent pas comprendre cet autisme invisible-là, ils s'attendaient plutôt à ce qu'on leur dise que oui, il y a une hypersensibilité, ou même il y a un TDA, hein, il y a un trouble de l'attention, c'est pour ça qu'ils se concentrent pas. Eh ben non, il y a un autisme invisible parce qu'il y a tel et tel et tel critère symptôme qui ont été observés, et effectivement, ça correspond pas au cliché de l'autisme, mais c'en est quand même, et il va falloir aider. Surtout, il faut s'intéresser ensuite aux solutions, aux thérapies, aux spécialistes que vous allez pouvoir trouver, rencontrer et questionner, et à qui demander aussi une guidance, la guidance parentale. Nous, à Pôle Atypique, on met vraiment l'accent sur la guidance parentale. L'accompagnement Ancrage TSA que vous pouvez retrouver sur les réseaux de Pôle Atypique, c'est 13 heures d'accompagnement directement sur ces profils. Donc nous, on essaie de travailler en direct, on essaie de travailler dans la formation, on essaie de travailler avec aussi les écoles dans l'inclusion. Maintenant, les petits bonus de fin, les conseils essentiels pour prévenir ces situations de burn-out autistique liées justement à cette invisibilité, je vous dirais, arrêtez de mesurer le bien-être à l'adaptation. Un enfant, un ado, ou bien même un adulte autiste peut sembler fonctionner, réussir, s'adapter, et pourtant
il est profondément épuisé. Le premier signal d'alerte, c'est pas l'échec, c'est la fatigue invisible, hein, le besoin de s'isoler, l'irritabilité, les maux somatiques aussi, les douleurs, les maux de tête, etc., les effondrements différés, le trop-plein en fin de journée. Le conseil concret, vraiment, c'est autoriser des espaces où il y a rien à prouver. Des moments sans exigence sociale, sans performance, sans correction, des temps de récupération, un réel choisi, respecté, parce que le cerveau autistique, il se repose pas quand il fait semblant d'aller bien. Tout simplement, le message clé, vraiment prévenir le burn-out autistique, c'est pas demander plus de flexibilité à la personne, mais c'est plutôt offrir plus de sécurité, de prévisibilité. Rappelez-vous, je vous parlais d'anticipation pour nous tous, hein, et de compréhension aussi autour de la personne autiste. Sans préserver, se préserver n'est pas un recul, c'est une nécessité neurologique. Hein, c'est pas quand la personne s'effondre et qu'il faut alléger, c'est bien avant et quand elle tient encore, mais du coup à quel prix? Donc, le mot de fin et les conseils clés de ce podcast sur l'autisme invisible, c'est vraiment de comprendre que le TSA de niveau 1, c'est pas un TSA qui n'a pas de problématique, qui ne souffre pas et qui n'a pas besoin d'aide. Tout simplement, il faut aller au-delà des clichés. Il faut que nous aussi, les spécialistes, on popularise de plus en plus, hein, les problématiques, les situations que l'on vit aussi avec toutes ces personnes neuroatypiques et il faut qu'on alerte et il faut qu'on fasse exister aussi cette invisibilité. Et il faut aussi qu'elle soit prise en charge. Je devais cette mise, en lumière pour toutes les personnes que j'accompagne, les enfants, les ados, les adultes aussi, pour Manel, pour Anes, pour Ibrahim, pour Léa, pour Adem, pour Khadija, pour Nawel, pour Maïssa, pour Hugo, pour Ilyas, pour Zakaria, pour Zaineb, pour Linda, pour Leïla et encore plein d'autres. Pour que vous tous, vous ne restiez plus dans l'ombre, vous ne restiez plus invisibles et pour que tous vos efforts puissent aussi être compris et entendus, pour que tout cela compte. Chez Paul Atypique, on libère la parole sur la neuroatypie. À très bientôt.